Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cet événement. Merci à vous d'être là pour l'expérience 303. Vraiment, je suis excité, fébrile aussi parce que je vous avoue que je n'ai pas animé d'événement depuis mars dernier avec tout ce qui s'est passé. Donc, je suis content de retomber un peu dans mes pantoufles, quoique je suis moins habitué avec le virtuel comme ça, mais c'est peut-être plus sécuritaire avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais on est très heureux donc de vous retrouver aujourd'hui devant votre ordinateur. Je me présente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissaient peut-être pas. Je m'appelle Marc-André Carignan. Je suis architecte de formation et je me suis concentré, j'ai fait un saut dans les médias ces dernières années pour parler justement de la ville, du développement urbain. C'est mon dada. J'espère construire un monde meilleur, notamment avec les principes de design universel. Donc, quand on m'a appelé pour animer cet événement-là, j'étais évidemment très heureux. Et donc, vous m'avez peut-être vu, lu, entendu dans différents médias ces dernières années, de Radio-Canada jusqu'à Savoir Média en passant par Collectif. Et peut-être simplement pour vous mettre un peu en contexte avec ce qu'on va vivre aujourd'hui, il faut savoir que Société Logique est propriétaire d'immeubles, notamment ici sur le territoire montréalais. Et en 2018, il y a un de ces immeubles qui malheureusement a été ravagé, enfin non pas l'immeuble, mais un logement dans un immeuble qui a été ravagé par un incendie. Heureusement, aucun blessé, je vous rassure. Mais quand même, il y avait un logement donc à rebâtir. Et là, du côté de Société Logique, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le rebâtit bêtement ou est-ce qu'on amène une réflexion supplémentaire? Est-ce qu'on pourrait peut-être même en faire une vitrine pour le design et les principes de design universel? Donc, c'est cette idée qu'on a eue et on s'est dit, peut-être ça va devenir une vitrine pour prouver que, parce que dans les croyances populaires, quand on pense à design universel, on pense aux gens en chaise roulante, mobilité réduite, mais c'est beaucoup plus large que ça et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et c'est aussi une occasion de démontrer que le design universel, ça peut être très esthétique et ce n'est pas nécessairement sorcier non plus à instaurer dans les différents projets. Donc, on aura la chance de discuter tout ça aujourd'hui, discuter avec mes invités que je vais vous présenter dans un instant, mais aussi discuter avec vous parce que n'hésitez pas, sur votre écran, vous avez un chat, un espace de clavardage, devrais-je dire en français, dans lequel vous pouvez nous envoyer vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va nous permettre de personnaliser aussi ces portes ouvertes-là en fonction de vos besoins. Donc, envoyez-nous vos questions et éventuellement, à tout moment, et éventuellement, on pourra y répondre donc grâce à la magie des textos, du web et du clavardage. Et là, comme je vous disais, je ne serai pas seul pour ces portes ouvertes. Je vais vous présenter ma première invitée qui est juste ici à côté de moi. Anna Kwang, bonjour. Bonjour, Marc-André. Anna, qui est architecte, oui. qui est l'initiatrice, conceptrice de cette expérience 303. Oui. Et peut-être avant de se lancer et de parler vraiment d'expérience 303, pour ceux qui sont moins familiers avec Société Logique, peut-être nous décrire un peu brièvement le mandat de la société. En fait, la Société Logique, c'est un firme de consultation expert en design universel fondé en 1981. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a une mission de promouvoir le design universel et dans la création d'un environnement universellement accessible. Donc, nous sommes 13 employés, nous sommes architectes et conseillères en aménagement urbain. Donc, on intervient dans plusieurs domaines, nouvelles constructions, des rénovations et en aménagement urbain. Et aussi, les municipalités font souvent faire appel à nous, en fait, pour qu'on les aide à rendre accessibles les bâtiments, en fait, publics à tous les citoyens. Donc, voilà. Et puis, on a aussi un volet très important de sensibilisation. Donc, on donne des formations au milieu des professionnels et aussi, on fait des présentations dans différents colloques. Donc, service conseil, beaucoup. C'est une entreprise d'économie sociale, je pense que c'est quand même important exact. Aussi à mentionner. Et formation, c'est un peu l'objectif aussi de cette rencontre aujourd'hui. Donc, toi, tu t'es spécialisé en fait dans le design universel. Pourquoi en fait cet intérêt pour Société Logique et le design universel de façon générale? Est-ce que c'est un peu une mission sociale que tu t'es donnée? C'est sûr qu'en fait, c'est un sujet qui était vraiment intéressant quand j'étais à l'école d'architecture et je voulais être comme spécialiste en quelque sorte, en fait, quelque chose qui pourrait vraiment contribuer à la société et vraiment pour améliorer la vie des gens concrètement. Et puis, le design universel, c'est vraiment
c'est une mission sociale. Et puis, il y a vraiment des gens qui sont passionnés, qui travaillent à Société Logique. Donc, en fait, je suis très contente de joindre cette équipe. Et il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. On sait qu'il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de villes qui, par le passé, les vieilles constructions ne sont pas accessibles. Donc, vous avez du travail au moins pour les prochaines décennies, ça, j'en suis certain. Ben, c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup de chemin à faire quand même. Mais quand on parle de design universel, peut-être y aller d'une définition simple. Toi qui es spécialisé là-dedans, je sais quoi ta définition du design universel? Ben, le design universel consiste à aménager des lieux inclusifs, en fait, qui prennent en considération les besoins, les capacités de tout le monde, peu importe leurs âges, genre, habileté ou comme origine culturelle. Donc, le design universel s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, en fait, ça peut être en fait pour une famille avec enfants, une personne âgée, une personne avec une limitation fonctionnelle, physique ou intellectuelle, tout simplement pour une personne qui souhaite vivre dans un environnement sain et sécuritaire, agréable. Et aussi, le design universel en habitation, ça comprend aussi une notion de flexibilité, autrement dit adaptabilité. C'est parce que la société s'évolue et puis les besoins changent au fil des années. Donc, quand on a des enjeux physiques ou sociaux qui se manifestent avec le temps, ben, le logement actuel, ça ne correspond plus à ces besoins, à nouveaux besoins. Donc là, les gens pensent à... Surtout dans un contexte de population vieillissante comme on est en train de vivre actuellement. C'est un exemple, les personnes dont la mobilité réduise avec le temps. Ça peut être extrêmement pratique d'avoir des logements qui, justement, pensent à long terme là, pour certaines familles et autres. Ouais, donc en fait, le design universel, ça permet vraiment d'apporter des modifications beaucoup plus facilement et à moindre coût, parce que la rénovation, ça coûte quand même assez cher. Ouais. Donc, si c'est réfléchi d'avance, ça permet de minimiser des coûts d'adaptation éventuellement, dépendant de ce qui peut arriver dans la vie. C'est ça. Et donc, l'expérience 303 va nous expliquer tout ça, va nous vulgariser un peu ces principes-là, selon la définition que tu viens de nous donner. C'est quoi exactement l'expérience 303? Ben, c'est un projet de démonstration de la réalisation de transformation de logements selon les principes du design universel. Donc, c'est ça, en fait, c'est un projet où on aimerait montrer que, en fait, le logement conçu selon les principes du design universel est fonctionnel, esthétique, et aussi durable, et aussi très concurrentiel dans le marché immobilier. Et le projet se décline en deux volets, c'est-à-dire fiche descriptive d'un côté et vidéo de l'autre. D'ailleurs, on aura la chance de vous présenter quelques vidéos là, dans quelques minutes pour vous montrer un peu à quoi ressemble on le dit, c'est une expérience, donc on essaie de vous faire vivre un peu et de vous faire rentrer dans les logements grâce notamment à la vidéo, photo et donc fiche descriptive. D'ailleurs, le lien devrait apparaître dans le chat, la zone de clavardage. Donc, si vous voulez justement regarder ces vidéos suite à nos portes ouvertes, vous voulez les partager avec d'autres, avec des promoteurs immobiliers, des architectes, eh bien, c'est l'expérience303.org, expérience, sans accent bien sûr, expérience303.org. Donc, le lien va être dans votre chat très, très prochainement. Et Anna, j'ai eu la chance de visiter ce logement-là justement pour la création des vidéos qu'on va présenter tantôt. Et honnêtement, si on ne m'avait pas mentionné que c'était un logement qui était adapté au principe de design universel, je ne m'en serais pas du tout douté. Et j'imagine que c'est un peu l'objectif aussi, là. Donc, c'est quoi en fait les grandes différences entre un logement, disons, dit conventionnel et un logement qui suit les principes de design universel? Ben, je dirais en fait à l'apparence aucune. C'est un beau logement, c'est un logement très moderne, comparable au logement qu'on voit très souvent dans la publicité. Bon, on peut choisir des matériaux de finition comme on le souhaite, à condition que ce soit sécuritaire pour l'utilisation. La seule différence, je remarquerai en fait en entrant dans le logement, il y a plus d'espace à l'entrée et dans le corridor. Donc, les positionnements des cloisons ont été minutieusement calculés pour vraiment bien placer, pour donner plus d'espace au sol, pas seulement dans le corridor, mais dans la cuisine et dans la salle de bain et dans la chambre, dans le salon, enfin, dans toutes les pièces. C'est vraiment dans l'objectif de maximiser l'utilisation de superficie de logement.
Donc, ce n'est pas nécessairement des détails de design ostentatoires, là, que, voilà l'élément de design universel. C'est camouflé dans l'espace, comme justement les espaces de dégagement, quand on entre dans l'entrée, la salle de bain, le ci, le ça. Donc, ça peut être très subtil, mais c'est essentiel. Ben, c'est ça, parce qu'on a plus d'espace au sol, mais il ne manque pas de rangement dans le logement 303. Donc, en fait, il y a des gens qui ont déjà visité le logement 303 et puis ils avaient mal à croire que c'était un logement de 550 pieds carrés. Ben oui, j'en suis témoin. Effectivement, c'est extra. En fait, chaque recoin du logement est extrêmement bien maximisé. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est que dans chaque pièce, que ce soit la cuisine, la salle de bain, la salle de séjour, il y a des éléments qui sont camouflés un peu partout, qui tiennent compte du design universel. Et c'est ça, il y a vraiment plusieurs détails et la fonctionnalité qui ont déjà intégré dans l'aménagement. Par exemple, en fait, une signalisation avec le numéro d'appartement, de couleurs contrastantes en braille et en relief. Ça, c'est très pratique, en fait, pour les malvoyants. Et puis, la majorité des gens qui deviennent malvoyantes, ils deviennent à cause d'une maladie liée au vieillissement. Donc c'est dégénératif. Donc, ça peut se faire en quelques années à peine. Et si on n'a pas l'intention de déménager, d'avoir le logement déjà adapté à ces réalités-là, dégénérescence maculaire. Ben, c'est ça. Donc, on n'apprendra pas le braille à l'âge de 80 ans, on s'entend. Donc, en fait, le texte en relief, c'est très pratique, en fait, pour ces gens. En fait, ça permet de voir, en fait, de lire le texte avec les doigts. Donc, ça, c'est très pratique. Ben, en fait, si je donne un autre exemple, on a installé une alarme incendie visuelle dans l'appartement. Ce n'est pas une exigence, en fait, qu'on devrait appliquer dans ce projet-là parce que c'est une exigence du Code de construction de Québec pour la nouvelle construction. Mais on a quand même saisi cette occasion pour en installer une au salon. Et puis, c'est parce qu'en fait, on aimerait offrir un environnement sécuritaire pour tout le monde. Les garde-robes aussi ont été ajustés. Ben, c'est ça, en fait, c'est un petit détail, mais c'est très pratique dans la vie quotidienne. C'est le triangle à cintre ajustable en notable dans la garde-robe. Donc, c'est très pratique pour une personne de petite taille ou bien une personne en fauteuil roulant, ou aussi c'est très pratique pour un enfant. Donc, en fait, pour tous ces détails, les fonctionnalités ont été ajoutées pour favoriser l'autonomie de la personne. Donc, aussi, ce n'est pas un concept qui est avantageux pour une clientèle quelconque au détriment des autres. Donc, c'est vraiment au bénéfice de tous. Mais je retiens ce que tu dis, favoriser l'autonomie des personnes. Il y a quelque chose aussi, à un moment donné, pour l'estime de soi, de toujours dépendre de quelqu'un pour réaliser des tâches ou des éléments dans son propre logement. À un moment donné, il y a des limites. Donc, de favoriser l'autonomie des gens, je pense que c'est la clé du succès, en fait, du design universel. Et justement, on va y aller avec un autre exemple peut-être très, très concret, celui de la salle de bain. Donc, on va vous présenter une première vidéo qui est disponible justement sur le site web que je mentionnais un peu plus tôt, expérience303.org. Donc, allons-y avec la conception de la salle de bain. Parlons maintenant de la salle de bain qui représentait tout un défi pour toi en tant qu'architecte parce que, il faut le rappeler, on est dans un logement rénové mais qui était existant, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment qui existait déjà et ça amenait des contraintes assez importantes. C'était vraiment un vrai défi. Entre autres, la colonne de béton dans la salle de bain était un obstacle majeur parce qu'on voulait une plus grande ouverture de la porte de la salle de bain, mais l'ouverture était coincée entre la colonne de béton et le mur de plomberie de la baignoire. L'entrepreneur a fait un surfaçage de béton autonivelant dans le corridor en créant une pente quasiment imperceptible. La poignée est de type facile à saisir. La serrure est aussi un modèle facile à manipuler. La toilette me semble une toilette normale. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est une toilette avec hauteur universelle, pas trop basse ni trop haute, mais allongée. La chasse d'eau est du côté de l'espace dégagé pour être facile d'accès. Nous avons installé des fonds de clouage dans le mur pour l'installation éventuelle de barres d'appui à côté de la toilette. Donc, on pourrait l'ajouter éventuellement, mais c'est pas essentiel quand on parle de design universel. Tu vois, moi, je pensais que c'était quelque chose qui venait, là, c'était acquis, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, en fait, on avait quand même prévu la distance adéquate entre le bol de toilette et le mur pour pouvoir installer une barre d'appui plus tard. La pharmacie, elle? La pharmacie, en fait, elle est encastrée, semi-encastrée dans le mur. Donc, en fait, ça ne prend pas beaucoup d'espace dans la salle de bain. Et puis, on a prévu aussi l'espace dégagé au sol devant la pharmacie si jamais on est en fauteuil roulant. Et là, je vois au-dessus de la pharmacie, il y a un bidule qui est là, en haut sur le mur. C'est quoi exactement? C'est un chauffage rayonnant. Ça pousse la chaleur vers le bas parce que la chaleur monte
en Oui, physique? c'est ça, parce qu'en fait, ça va chauffer la céramique et puis c'est la d'accord, céramique c'est ça. qui Voilà. dégage la chaleur, donc on est super agréable là-dedans. Honnêtement, vous ne m'auriez pas dit que c'était une salle de bain au design universel, je m'en serais jamais rendu compte. Ce qui est l'objectif, j'imagine. Voilà, c'est ça. Le lavabo, maintenant, on le regarde, ça semble assez standard, mais il y a plein de petits détails là, qui se cachent là, derrière ce design. On a retiré le petit lavabo existant et installé un comptoir qui donne une petite superficie pour déposer des brosses à dents, le rasoir, etc. Évidemment, on a dégagé aussi l'espace en dessous si jamais on est en fauteuil roulant ou autre pour pouvoir se glisser les jambes, j'imagine. C'est ça, on n'a rien à modifier pour ce niveau-là. On a déjà la tuyauterie en retrait. Salle de bain qui aussi est très éclairée, en tout cas, on n'en manque pas de lumière. Oui, c'est ça, avec le miroir qui descend assez bas. Ça fait vraiment une grande salle de bain avec beaucoup de luminosité. Même si c'est une petite salle de bain, on a l'impression que c'est quand même spacieuse. Le robinet? Le robinet, en fait, on a installé un robinet à levier avec l'équilibreur de pression. Le poignet à levier, un peu plus long, ça avance, ça ressort plus que le robinet. Donc, en fait, ça facilite vraiment la manipulation pour fermer, ouvrir de l'eau. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un qui a moins d'habileté dans les mains. Plus que les petites poignées rondes. Là, Exact, c'est ça. Première observation, quand on voit la douche, tout d'abord, vous avez fait le choix, j'imagine, c'était intentionnel de ne pas avoir de bain, donc c'est une douche intégrale. Ça fait en sorte que la salle de bain est plus grande avec plus d'espace au sol. C'est une base de douche préfabriquée avec seuil minimal. Avec l'épaisseur de céramique du plancher, il n'y a quasiment pas de différence de niveau. Une tablette est aussi installée à hauteur universelle. La présence de pommes de douche téléphone et de bec de baignoire offre plusieurs choix d'utilisation de l'équipement. Avec l'inverseur installé séparément, le mode d'utilisation est plus simple et intuitif. On a un levier aussi qui est plus facile à manipuler que les fameuses poignées rondes. Moi-même, dans ma propre douche, j'ai des poignées rondes et j'ai de la difficulté à les utiliser. Ouais, c'est ça. Donc, on peut imaginer que ça, c'est vraiment le bon choix à faire là, pour le design universel. C'est ça. Et là, je dois poser la question concernant la fameuse barre d'appui que traditionnellement, en tout cas, moi, je l'aurais mise de façon très instinctive. Il n'y en a pas ici. Encore là, c'est voulu? Non, c'est ça. Donc, en fait, on a vraiment prévu le fond de clouage dans les 3 murs de la douche à pleine hauteur. Donc, en fait, si jamais on a besoin d'installer une barre d'appui, on peut l'installer à n'importe où parce qu'il y a vraiment un fond de clouage très solide derrière les 3 murs. Et finalement, je pense qu'il faut le mentionner quand même, il y a un rideau. En fait, il y a un rideau normalement. J'imagine qu'il faut choisir le bon rideau en fonction de la douche qui est installée. Là. Oui, c'est ça. On a aussi la membrane d'étanchéité à pleine grandeur de la salle de bain, donc il n'y aura aucun problème. Et voilà, je pense que c'est un très bel exemple, la salle de bain qui démontre, Anna, que ça prend quand même, c'est plein de petits détails, le seuil pour la douche, la descente, le niveau du lavabo, de ci, de ça, mais c'est des petits détails, c'est ça, qu'on doit planifier en amont, mais c'est plein de petits détails fort intéressants qui sont très subtils, encore une fois, comme on le disait plus tôt. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un bon exemple de rénovation, en fait, d'une salle de bain existante. Ben oui, parce que ça, c'est une question intéressante. D'ailleurs, je commence à recevoir des questions du public. N'hésitez pas, c'est le moment de les envoyer justement dans le clavardage. On me demande, bon, c'est une rénovation qui a été faite dans un bâtiment existant, donc il y avait des contraintes existantes, que ce soit des colonnes ou autres, la grandeur des pièces, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour justement atteindre la question ou les principes de design universel? Est-ce que ça n'aurait pas été, j'imagine que ça aurait été peut-être un peu plus simple dans une construction neuve? C'est sûr qu'en fait, ça va être beaucoup plus facile si c'était vraiment une nouvelle construction parce qu'on pouvait prévoir en fait la superficie requise pour vraiment aménager une salle de bain assez spacieuse, la cuisine, tout ça. Mais on était vraiment dans une condition existante, donc on ne pouvait pas déplacer la colonne et les colonnes de plomberie. Aussi, on a la dalle de béton comme structure. Donc, en fait, c'était vraiment un défi, mais ce n'était pas impossible non plus. Donc, on avait vraiment on avait un beau défi, mais je pense qu'on a réussi à créer vraiment un logement assez spacieux parce que quand même, comme par exemple, on avait installé aussi un chauffage comme rayonnant au plafond pour dégager plus d'espace au sol.
où aussi on a installé plusieurs rangements au niveau du sol, au niveau du mur. Donc, en fait, on a quand même réussi à avoir vraiment un logement assez spacieux. C'est ça. Et est-ce que les normes, et l'exemple qu'on a vu dans ce logement-là 303, est-ce que ça correspond aux normes, au code du bâtiment actuel, ou vraiment vous êtes allé plus loin que ce qu'exige actuellement le code de construction? Ben, le nouveau règlement pour l'accessibilité à l'intérieur de logement est entré en vigueur à partir du 1er septembre 2020. Donc, en fait, tout le monde devrait construire en fait, une nouvelle construction d'habitation vraiment comme selon les règlements. Donc, nous, c'était un projet de rénovation. Donc, ça ne s'applique pas dans notre projet, mais pour te donner juste une idée, je pense qu'on dépasse les exigences de code de construction dans l'ensemble de logements, à part dans la salle de bain où, en fait, il manque quelques pouces dans l'espace devant le lavabo. Mais c'était parce qu'il y a une condition existante, donc il y avait vraiment des défis. Donc, mais quand même, c'était vraiment une réussite quand même. Je sais que ça a été une critique formulée ces dernières années par différents groupes et même des architectes qui disaient on va peut-être pas assez loin avec le code du bâtiment, on devrait aller plus loin, on est rendu en 2015, 2020. Donc, ça a été réclamé ces dernières années. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'Ordre des architectes du Québec, à certains moments, on avait une catégorie accessibilité universelle et on ne remettait même pas le prix parce qu'on jugeait que les projets n'étaient pas au niveau, n'étaient pas assez performants à ce niveau-là. Ce qui m'amène à une autre question intéressante, c'est la formation. Est-ce que, au-delà de lire le code de construction, est-ce que, Société Logique, on l'a dit au départ, c'est un peu votre objectif, formation et tout ça, mais où on peut se former justement pour le design universel? Il n'y a pas de formation universitaire, mais en fait, nous, on donne pas mal de formations un peu partout au milieu des professionnels. Surtout, on prévoit donner une formation à l'OAQ en novembre. Donc, en fait, j'invite vraiment tous les architectes à s'inscrire à ces formations. C'est le moment de s'inscrire, en novembre. En novembre, et puis je vais expliquer davantage les 10 principes de design universel, avec vraiment comme l'exemple vraiment très concret. Bien, parlant d'exemples concrets, allons-y justement avec quelques détails dans la salle de bain. Je remarquais, entre autres, dans la vidéo, puis peut-être des gens l'ont remarqué, quand on pense souvent à design universel, on pense à la fameuse barre d'appui, par exemple, qu'on va avoir dans la salle de bain, soit près de la toilette ou la douche-bain. Dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. Non. C'est ça parce qu'en fait, on avait vraiment planifié à l'étape de conception. C'est vraiment la clé pour réussir un logement, un projet de rénovation de logement. Donc, en fait, on avait inclus déjà le fond de clouage contreplaqué à l'intérieur du mur dans 4 murs de la salle de bain. Donc, en fait, donc, les murs sont renforcés, là. C'est ça. Quand on a besoin d'installer des barres d'appui, on n'a pas à arracher la céramique. Donc, parce que le fond de clouage est déjà prévu dans l'intérieur du mur. Et aussi, en fait, un autre détail que je voudrais donner aussi, en fait, les interrupteurs, les thermostats et puis tous les équipements électriques sont installés à hauteur universelle. Donc, pas seulement pour les personnes en fauteuil roulant, mais aussi pour les personnes qui ont du mal à lever le bras ou bien à se pencher. Donc, c'est vraiment au bénéfice de tous. Parce qu'on a tendance souvent, dans les constructions traditionnelles ou conventionnelles, à les mettre un peu trop haut? Oui, c'est trop haut. C'est assez classique, ça. Oui, c'est assez classique. Aussi, le dernier exemple que je voudrais donner aussi, en fait, on a vraiment les poignées à levier facilement manipulables partout dans le logement. Et aussi, les fenêtres et aussi des modèles très facilement manipulables. Donc, voilà, en fait, on peut très facilement ouvrir la porte avec le coude. Donc voilà, la planifier à l'avance, c'est vraiment important quand on a un projet d'habitation conçu selon le design universel parce que c'est plus beau en résultat. Et puis aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on va venir plaquer dans le design par la suite, c'est quelque chose qui va être intégré. Oui, c'est ça. Aussi, à moindre coût aussi, ça coûte moins cher à long terme aussi. Et j'imagine que l'architecte a une certaine fierté ou le designer lorsque c'est bien camouflé dans l'espace. En fait, j'imagine que c'est un peu l'objectif que ça ne paraisse pas du tout. J'aime beaucoup dire cette phrase, l'accessibilité, la meilleure accessibilité, c'est l'accessibilité qui ne se voit pas. Ah, ben voilà. Donc, on va se rendre dans une autre pièce très concrète. On va quitter la salle de bain pour aller faire un peu de cuisine. On va aller voir donc, en fait, la cuisine, qui est peut-être une des pièces, j'oserais dire, qui a demandé peut-être un peu plus de réflexion parce qu'il y a beaucoup d'éléments, comptoir, lumière, la hotte, le micro-ondes. Bref, vous allez voir dans cette prochaine vidéo la cuisine.
Anna, on arrive maintenant dans la cuisine, une pièce que j'adore personnellement. J'adore cuisiner, j'adore manger aussi. Je la regarde, ça me semble assez, en fait, très fonctionnel. Je te laisserai peut-être nous la décrire. Oui, c'est ça. En fait, c'est une grande cuisine spacieuse, lumineuse, dans laquelle on aimerait vraiment passer toute la journée en cuisinant. Et un classique, souvent aussi, dans une cuisine, on retrouve de la céramique. C'est pas le choix que vous avez fait ici. Oui, c'est ça. C'est un plancher de vinyle. C'est antidérapant et uniforme et très stable. Et comme ça fonctionne partout, dans toutes les pièces de la maison. Normalement, dans une construction standard, on retrouve des comptoirs à peu près à 36 pouces. Est-ce que c'est le cas ici pour une cuisine à design universel? On voulait abaisser la hauteur de comptoir légèrement par rapport à la hauteur de standard qui est 35 pouces. Mais quand on est debout devant le comptoir, on ne sent pas vraiment la différence. Il y a les éclairages dirigés sur les surfaces de travail. Il y a beaucoup de rangements en haut et en bas. L'étagère ouverte avec couleur de bois contrastante donne une touche de design et facile d'accès sans porte. Les poignées sont faciles à saisir. Toutes les portes et tiroirs sont munis d'amortisseurs. Je vois le four encastré qui est magnifique d'ailleurs. Ça aussi, avec porte latérale, ça fait partie du concept. Oui, c'est ça, parce que le four est déjà installé dans l'armoire à hauteur universelle avec la tablette coulissante où on peut déposer le plat chaud en sortant du four. Et elle peut également être utilisée comme un espace de travail. Un four traditionnel, dans le fond, c'est que ça devient un obstacle au sol lorsqu'on l'ouvre. Exact, C'est ça. Donc, c'est mieux d'avoir une porte latérale. Oui, c'est ça. La plaque de cuisson, elle? On a choisi le modèle avec les boutons à l'avant qui sont faciles à saisir avec les témoins lumineux très clairs. On a installé un tiroir à 3 paniers ajustables en hauteur pour des pots à épices. On a ajouté un tiroir à division verticale pour le rangement de planches à couper, de plateaux, etc. Une prise électrique et l'interrupteur de la haute cuisine sont installés sur le fascia du comptoir. Oui, je trouve ça assez génial d'ailleurs pour la hotte parce qu'avec l'interrupteur sous le comptoir, on peut allumer la lumière, allumer la hotte, l'éteindre de façon vraiment très facile. Voilà, c'est ça. L'armoire en dessous de la plaque de cuisson est facilement démontable pour dégager le dessous de la plaque. Et j'imagine qu'on peut faire la même chose aussi avec l'évier de cuisine, donc finalement pour se glisser les jambes en dessous. Oui, exactement. Le module en dessous de l'évier est démontable aussi. Les interrupteurs de l'éclairage et la prise électrique sont installés sur le panneau fascia à hauteur universelle. Le robinet de l'évier est de type à levier facile à manipuler. Puis juste à côté de l'évier, en fait, on a un recoin dans l'armoire basse. Là, en fait, on a installé un accessoire de rangement coulissante qui va maximiser l'utilisation de l'espace. Et ça évite de devoir se rentrer la tête pour aller chercher la casserole qui est au fond de l'armoire. Ça, on ne sera pas à 4 pattes. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai été bien impressionné de certains éléments. Je pense entre autres à la hotte du four, qu'on peut partir directement de son four plutôt que de se lever. Vous allez le voir en fait soit dans les vidéos ou dans toutes les fiches descriptives aussi qui, je vous rappelle, sont sur le site web expérience303.org. Et est-ce que c'est si compliqué d'intégrer tout ça lorsque vient le temps de concevoir des logements? Je vais en parler avec mon prochain invité, mais juste avant de vous le présenter, je veux vous inviter à remplir un sondage qui est très important par rapport à l'événement d'aujourd'hui et pour Société Logique. On va partager le lien d'ailleurs de ce sondage dans le chat qui est justement dans votre écran d'ordinateur parce que c'est un sondage, en fait, on veut vérifier quel est l'impact de cet événement, de cette formation, des fiches, de l'expérience 303 dans son ensemble, quel impact ça aura sur vous. Peut-être que déjà ça commence à mijoter dans votre tête et si vous pensez que ça aura un impact dans que vous soyez architecte, promoteur, designer, quel impact ça aura finalement dans votre pratique professionnelle dans un avenir, disons, rapproché. Et donc, oui, je vais vous présenter mon prochain invité. Bien, je vais remercier tout d'abord Anna Kwong, architecte et conceptrice de cette expérience 303. Merci beaucoup, Anna, pour ta présence. Et donc, Anna est remplacée par Mathieu Lamarche. Mathieu Lamarche, en fait, est un promoteur, un gestionnaire immobilier qui travaille sur de gros projets, on doit le dire, notamment le Terra Nova du côté de Terrebonne. Vous êtes rendu à la phase 2, si je ne m'abuse, de ce projet. Oui, la phase 2. Et dans ce projet immobilier, il y a de nombreux logements qui sont justement conçus selon les principes de design universel. Visiblement, ça a été une décision réfléchie, une décision d'affaires pour vous. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le design universel qui, on doit le dire, là, même en 2020, ce n'est pas nécessairement un réflexe chez bien des promoteurs immobiliers? Oui, malheureusement, oui. En fait, on a commencé la compagnie de construction en 2010. Et à ce moment-là, nos immeubles étaient un peu standards, plus ou moins accessibles. Même au début, je gérais les chantiers moi-même, puis je ne pouvais même pas aller moi-même dans mes propres immeubles. On a vraiment amorcé le virage en 2015. C'est vraiment une décision d'affaires, en fait. Oui,
question de culture un peu. J'ai ça à cœur personnellement, mais c'est vraiment une décision d'affaires. Évidemment, la pyramide démographique est inversée au Québec depuis un bon moment. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont sur le marché de la location. Donc, pour nous, c'était vraiment une décision d'affaires de s'enligner sur des logements accessibles. Les logements, oui, mais aussi l'espace commun, etc., accessibilité totale. C'est l'ensemble de l'immeuble, finalement. Oui, c'est l'ensemble de l'immeuble, exactement. Et là, on voit, c'est ça. Donc, c'est une décision socio-démographique, voyant aussi le bassin d'acheteurs qui s'en venait pour, entre autres, ce projet-là, mais au Québec de façon générale. Ouais. Et c'était aussi une décision concurrentielle, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, effectivement. Tous nos concurrents ont été un peu lents, eux, à faire le virage, je trouve, malheureusement. Puis oui, ça nous a permis de nous démarquer rapidement. Puis éventuellement, quand on regarde les coûts, au final, ça coûte presque rien, en fait, de faire ça. C'est juste, il faut l'avoir en tête, il faut avoir une culture d'entreprise qui est centrée là-dessus. Puis les coûts sont vraiment négligeables. C'est bien qu'on parle des coûts parce que j'imagine que depuis le départ, il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui disent « Oui, mais ça coûte, en bon québécois, ça coûte-tu plus cher de faire du logement? » Et là, bon, on a un exemple parfait donc avec Mathieu. C'est votre quotidien, c'est votre dada. Est-ce que ça coûte plus cher? Vous dites non, mais en fait, c'est quoi la différence ou c'est quoi l'impact sur un budget de promoteur? Bien, évidemment, nous, comme le projet Terra Nova phase 2, c'est 308 logements. On ne rend pas accessible les 308 logements. Ce qu'on veut faire dès le départ, c'est de rendre les logements adaptables. Quand on a commencé en 2015, on faisait déjà ça. C'était pas au code. Maintenant, c'est rendu au code pas mal. Rendre le logement possiblement adaptable. C'est pas parfait, mais c'est déjà un gros pas en avant. Surtout au niveau des espaces communs. Nous, on installe des ouvre-portes électriques à chaque porte, etc. Mais quand on regarde l'accessibilité, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi l'accessibilité? Exemple, un seuil, nous on met des seuils tombants dans chaque porte au lieu d'avoir un coup de pied par terre. C'est-tu vraiment de l'accessibilité? Pas vraiment. Un seuil normal, super vite, il faut changer aux 3-4 ans, ça vient tout maganer. Les gens entrent, ils s'enfargent dedans. Un seuil tombant, oui, c'est bon pour les personnes en fauteuil roulant comme moi, mais c'est pratique pour les autres aussi, c'est un plus pour le projet. Les ouvre-portes électriques, ça coûte environ 4 000 chaque. Sur un projet de l'ampleur comme Terra Nova, qui a un coût de construction d'à peu près 70 millions, même si tu en installes une dizaine, c'est pas majeur. Puis 80 des gens qui utilisent ces ouvre-portes électriques-là, c'est des gens qui n'ont pas de problème d'accessibilité. Une personne qui arrive avec ses 2 enfants, a les mains pleines de bagages, ne peut pas ouvrir la porte, elle l'utilise. Avec le COVID maintenant, les ouvre-portes électriques sont super utilisées. C'est devenu un must. Ah ben oui, mais ça. Au lieu de prendre ta main, toucher la poignée de porte, tu ouvres ton coude. Ouvrir une porte avec un coude, c'est tough. Fait que, au bout du compte, toute l'accessibilité d'espaces communs, nous, on considère que c'est négligeable, puis que c'est simplement un must autant que tout le reste du building qui vient avec. Puis pour les départements, bon, on y va au cas par cas. Là, et donc, pour vous, c'est devenu un avantage dans vos projets. Est-ce que vraiment ça attire des clients? Oui, définitivement. Puis, une autre chose, que notre clientèle est un peu plus âgée, nous, par rapport à la démographie, les prix qu'on loue, etc. Puis les gens ont vraiment en tête, est-ce que je vais pouvoir vieillir chez moi? Les gens ne veulent pas avoir à redéménager. Mettons, ils trouvent un super beau projet, mais il est plus ou moins accessible. S'ils ont 55, 60, 65 ans, ils vont avoir en tête, je vais peut-être devoir déménager, moi, dans 5-10 ans, quand même, je vais perdre un petit peu ma mobilité, etc. S'ils savent que non, je vais pouvoir vieillir dans mon appartement, c'est un effet sécuritaire. Puis, oui, ça attire la clientèle, définitivement. On a de plus en plus d'appels. Quand j'ai commencé en 2010, on n'avait pratiquement pas d'appels là-dessus. Mais les appels commencent à rentrer. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de besoin, c'est parce que justement, c'était pas nécessairement un sujet d'actualité ou de conversation au quotidien. Il y en avait moins. Puis plus qu'il y en a, plus c'est demandé. Puis nous, maintenant, je pense pas qu'on pourrait faire un immeuble qui ne serait pas accessible. Moi, je ne verrais pas. Pourtant, j'ai des compétiteurs sans les nommer qui le font déjà maintenant. Puis je pense qu'ils vont se mordre les doigts dans 5 à 10 ans. Oui, parce que ça va coûter cher, peut-être transformer certains immeubles. Parce que Anne le disait, en fait, lorsqu'on s'est réfléchi en amont, les adaptations, parce qu'on ne sait pas qui va passer dans les logements, on s'entend, mais vous construisez pour 50, 60, 70 ans. Donc, il peut y avoir plusieurs clientèles et même une seule personne peut avoir des modifications dans sa vie ou ne serait-ce que l'âge qui fait qu'à un moment donné, les besoins ne sont plus les mêmes. Et donc, quand c'est planifié d'avance, j'imagine que ça réduit de beaucoup les coûts de transformation, de rénovation. Espace commun, installer une ouvre-porte électrique, on va dire 4 000 $. Si tu dois le faire par la suite, parce qu'on va dire dans 5 à 10 ans. Puis maintenant, avec la pénurie de logements, tout le monde loue, c'est très, très, très facile. Il y a tellement de demandes qu'il y a peu d'offres. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs comme moi arrivent sur le marché de plus en plus. Ils vont finir par avoir un équilibre et après l'équilibre, il va y avoir une suroffre. Quand les gens vont se ramasser avec 5-8 % de vacances, parce que leur logement n'est même pas accessible,
Là, tu vas installer un hydroporte électrique, c'est pas 4 000, ça te coûte, ça va te coûter 8, 10. Tu sais. Oh, OK, fait que c'est du simple au double, là, quand Ah, même. ben oui, il faut faire venir, passer le filage, etc. Tu sais, c'est très complexe. Fait que, non, je pense que c'est une décision d'affaires au-delà de tout. Hein. Puis est-ce que vous sentez que je pense à tous ceux qui rentrent dans la chaîne là, de construction d'un immeuble, donc on est dans les entrepreneurs, mais aussi, bon, les architectes, bon, il y a toute une chaîne. Est-ce que vous sentez que c'est un intérêt, qui se développe, et est-ce qu'on a des gens qui ont, non pas la sensibilité, mais qui ont les connaissances pour pouvoir atteindre les objectifs que vous voulez en termes de design universel? Ouais. Pas suffisamment, je dirais. Puis je dirais, beaucoup de ces gens-là, ces intervenants-là, architectes, designers, ingénieurs, etc., souvent, ils font face à des entrepreneurs et des promoteurs pour qui le souci numéro un, c'est le coût. Donc, en gros, je dirais que c'est la majorité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de formations à faire, beaucoup de promotion puis de sensibilisation à faire. Ouais. Souvent, l'erreur, ce que les gens font, c'est que l'accessibilité, c'est comme une chaîne. Puis ta chaîne est forte comme son maillon le plus faible. Souvent, les gens mettent le paquet juste sur un ascenseur des hydroportes électriques, mais là, il y a une pente de 12 % pour rentrer. Fait que c'est juste ça qu'il faut faire attention, vraiment, de regarder la chaîne d'accessibilité du début à la fin. Est-ce qu'il y a beaucoup de clichés ou de croyances populaires qui sont plus ou moins fondées? Parce que là, le coût, vous me dites, on pense beaucoup à la rentabilité, oui, mais là, vous semblez dire que c'est pas nécessairement beaucoup plus dispendieux de le faire. Donc, c'est peut-être pas un argument vraiment. Quand on pense, moi, j'ai une formation d'analyse financière. Pour moi, ce que je regarde, c'est le taux de rendement interne à long terme. C'est pas nécessairement la facture que je reçois. Fait qu'il faut penser comme ça. Je pense que malheureusement, c'est un des soucis qu'il y a encore. Là, c'est loin d'être parfait. Mais l'industrie de la construction, c'est une industrie qui est très, très lente à réagir. On est en 2020 et on travaille encore en pied et en pouce. Là. Fait que c'est dur à changer de mentalité. Fait que, tranquillement, ça fait son chemin, mais il faut taper sur le clou. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à intégrer ou à débuter dans ce genre de projet-là? Parce que, en fait, vous le disiez au départ, mes logements n'étaient même pas accessibles pour moi-même, je ne pouvais même pas entrer dedans. Donc, ça s'est fait ces dernières années. J'imagine qu'il y a un peu d'essai-erreur aussi dans tout ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile à intégrer ou à démarrer dans un projet? Je pense que souvent, les problèmes viennent des gens qui sont dans ma chaise, peut faire ça pas de mauvais jeu de mots. C'est les promoteurs et les propriétaires. Il faut que ça vienne d'eux. Si ça ne vient pas d'eux, ça ne marchera pas. T'sais. Fait que je pense que c'est vraiment que les promoteurs et les entrepreneurs généraux comme moi aient ce souci à cœur. Ça vient de là, ça part d'en haut. Parce que si ça ne part pas d'en haut, au bout du compte, ça ne se fera pas définitivement. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez pour Mathieu ou pour Anna aussi, qui est rendue du côté justement du clavardage pour répondre à certaines de vos questions. Donc, on disait, il y a une demande croissante aussi pour ces logements-là. Ouais. On a une population qui est vieillissante. Ouais. Donc, de fil en aiguille, ça va devenir presque une obligation, en fait. Nous, on est développeurs et entrepreneurs généraux, mais on est aussi gestionnaire immobilier. Donc, on gère les immeubles à long terme que l'on construit. Donc, on l'a vu en 10 ans. Ça change un peu la donne, j'imagine, parce qu'entre un promoteur qui vend ses unités puis s'en va, puis après ça, c'est merci, bonsoir, versus celui qui doit les gérer, les louer, les vendre, les rénover. Là, il pense à Exactement. deux fois. Nous, on est vraiment intégrés verticalement, donc on va les gérer pour les 20 prochaines années. Fait que, on a vu vraiment la tendance changer, on a vu les mentalités changer, puis la demande a augmenté pour les logements accessibles. Puis, cette clientèle-là, c'est une super bonne clientèle aussi. C'est des gens qui sont stables économiquement, qui déménagent moins souvent. Ils ne font pas de party, ils ne font pas de troubles. Donc, c'est une super belle clientèle. Donc, pour nous, bien la servir, c'est notre priorité vraiment dès le départ. Donc, l'accessibilité, c'est une des choses importantes. Et ça ressemble à quoi la réaction des clients par rapport à Terra Nova ou autre projet que vous avez croisé? Est-ce que les gens sont vraiment... en fait, est-ce que vous avez des témoignages de gens qui reviennent, qui font part un peu le post-occupation, au-delà de vendre, mais après ça, vous devez faire un peu de suivi? Bien, une bonne accessibilité bien faite pour les gens qui n'ont pas de besoins spéciaux, ça devrait être invisible. Donc, les gens qui n'ont pas de besoins, pour eux, ils ne voient pas vraiment. T'sais. Pour eux, c'est invisible. Les gens qui en ont besoin, comme moi ou d'autres personnes qu'on a dans nos immeubles, je pense à un garçon qui est en fauteuil roulant à Terra Nova 1. Pour lui, c'est majeur, c'est toute sa vie. Là. Il peut rentrer sans aide. Il ouvre la porte sans avoir demandé de l'aide à quelqu'un. Il peut rentrer, sortir 10 fois dans la journée sans avoir à réfléchir. J'ai-tu le goût de me taper la grosse pente en avant? Fait que pour les gens qui en ont besoin, c'est majeur. Ça, c'est une transformation de leur vie, évidemment. Puis ils n'iront pas certainement ailleurs. Mais pour les ça gens revient à ce que disait Anna un peu plus tôt en disant
les principes de design universel, ça amène une liberté, ça amène une autonomie aussi vers toute forme de clientèle. Et ça, pour l'estime de soi, pour son quotidien, c'est précieux. Ah oui, c'est précieux. Il faut ouvrir une porte par soi-même ou demander à quelqu'un qui attend 2 minutes. Ça peut paraître banal, mais c'est important, oui. Mais, en terminant, peut-être le mot de la fin, est-ce qu'il y a un élément que vous aimeriez rajouter? Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire les premiers pas puis se lancer là-dedans. Il ne faut pas hésiter à chercher des informations. Exemple, Société Logique ici offre cette information, je pense, puis des conseils. Il faut vraiment juste mettre, comme ce qui est le plus difficile dans la vie, comme s'entraîner quoi que ce soit, c'est juste de commencer. Fait juste commencer l'approche, commencer la réflexion, puis vous allez voir, ça en vaut la peine, ouais. Mais d'ailleurs, je parlais de formation un petit peu avec Anna tantôt. Toi, de votre côté, avec le Terra Nova, vous êtes allé la chercher où, les connaissances, la formation ou l'intérêt pour pouvoir développer des projets? Au début, on a commencé par la SCHL avec un petit livre qui s'appelait « Un logis bien pensé ». C'est une belle initiative de la SCHL qui date quand même d'un petit bout maintenant. Mais c'est vraiment essai et erreur, malheureusement. Là, ça a été difficile. Puis évidemment, moi, l'avantage, c'est qu'à cause de mon handicap, j'avais beaucoup à la tête, je savais c'est quoi les enjeux, etc. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que c'est un témoignage qui est vraiment très inspirant, très enrichissant de voir que ça devient un peu une mission sociale et espérons que le message passe et que ça devienne, en fait, plus qu'une norme, que ça devienne une habitude, que ça soit même plus un questionnement éventuellement pour l'adaptation de nos logements dans le futur. Donc, Mathieu Lamarche, merci beaucoup. Je rappelle que Mathieu, donc, est promoteur et gestionnaire immobilier. J'aimerais d'ailleurs vous remercier aussi pour votre présence. J'espère que ça peut être vraiment très instructif, que ça peut vous guider. Je vous rappelle que ce que vous avez vu, à peine 2 vidéos durant notre échange, durant nos portes ouvertes, mais il y en a plusieurs autres qui sont disponibles sur le site de l'Expérience 303, qui est le expérience303.org. Donc, vous avez les fiches descriptives, vous avez aussi donc ces vidéos qui démontrent vraiment comment l'espace peut être réfléchi et comment ça peut être extrêmement esthétique. Je vous rappelle aussi que le sondage, je vous invite, le fameux sondage dont je parlais un peu plus tôt, très important pour la Société Logique. Donc, c'est dans l'espace de clavardage, vous avez le lien. On vous invite à remplir pour voir si justement ça fait un peu mijoter l'ensemble de nos discussions, si ça va avoir une influence sur votre pratique éventuellement. Donc, je remercie mes invités, Anna, Mathieu, merci beaucoup. Merci à la Société Logique, merci à vous d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Mon nom est Marc-André Carignan. Bonne fin de journée.